Il faut méditer 1 heure par jour, sauf si on a quelque chose de très très important à faire. Dans ce cas, il faut méditer 2 heures. Et salut et bienvenue dans ce numéro 16 du Zoom déjà. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important et où je pense personne n'a trouvé la recette miracle. On va parler de procrastination, d'atteinte d'objectifs on va essayer de décortiquer un peu nos réactions face aux tâches qu'on doit réaliser. Et pour ça, aujourd'hui, je suis avec JD. Salut. Salut, mais on devrait pas plutôt le faire demain, cet épisode? Euh, ouais, t'as raison. Bon, bah, ou la semaine prochaine peut-être. Allez, salut. Ouais. Non, plus Non, bah ouais, c'est sérieusement, super important la procrastination. ouais. Toi, t'as quelle vision de ça? Comment est-ce que tu définirais, toi, ton environnement de travail et la façon dont tu gères les tâches? T'es plutôt arrivé à tout tomber ou plutôt team procrastination? Alors, bah, je pense qu'en fait, derrière le terme procrastination, il y a plein de définitions différentes et on va largement les évoquer, mais euh, il y a différents types de procrastination. Il y en a des positives, il y en a des négatives, mais globalement, moi, je dirais que je suis plus shooté à l'adrénaline de la dernière minute. Je suis un foutu de faire les choses à l'avance. Il faut que ce soit, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Et ça peut s'apparenter à une forme de procrastination. Et c'est pas la meilleure pour la santé d'ailleurs. Ouais. Là, c'est vrai que ce truc d'adrénaline, on le retrouve un peu chez pas mal de personnes, je pense. Moi, j'ai assez tendance aussi à remettre au lendemain, mais je suis pas très fan de ce truc de dernière minute, justement. Moi, je suis plutôt, on va dire, dans la team où j'ai du mal à organiser mon temps et du coup, je me retrouve à devoir faire les choses en dernière minute, mais pour le coup, c'est pas forcément un mode qui me plaît ou qui me stimule particulièrement. Je vois. Oui. Ben, ça dépend pas mal, je pense, d'un besoin de cadre ou non, en fait. Et la procrastination, ça peut être finalement une conséquence de ce cadre. C'est-à-dire que si on se fixe artificiellement des objectifs parce qu'on en a besoin ou on se sent plus en sécurité avec ça, et qu'ensuite on cherche à reculer ces objectifs sans arrêt, ben finalement c'est une forme de procrastination qu'on a générée nous-mêmes. Ça sert à rien de se fixer un truc complètement arbitrairement si c'est ensuite pour le reculer et se mettre en souffrance et à culpabiliser d'avoir reculé ça. Ouais, c'est vrai. Et après, moi, j'essaye de décomposer un peu dans ces moments-là quand je suis un peu dans le mode non, mais ou que je remets volontairement quelque chose à demain. Et moi, je sais que j'ai un truc que j'ai remarqué, c'est que je suis souvent dans le. En fait, moi, j'aime bien faire les choses proprement et clairement, on va dire. Donc, soit le faire d'un coup, soit, je sais pas, de le faire d'une manière hyper organisée. Sauf que du coup, bah, je fais le contraire parce que je reporte une tâche au lendemain pour qu'elle soit mieux organisée. Mais du coup, en fait, ça me désorganise encore plus parce que je prends du retard. Enfin, c'est un mode de pensée qui est un peu bizarre, mais inconsciemment, en voulant organiser mieux, eh ben, je me désorganise plus. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire, oui. Et, euh, et je pense que très classiquement, quand on parle de la procrastination, on le vit comme un gros défaut, disant c'est un peu une réputation d'être une feignasse derrière ça, mais il y a plein de fois où la procrastination, ça peut juste être la conséquence de charges mentales qu'on s'est mis ou de modes d'organisation qui en fait conviennent pas. Et dans ce cas, bah, c'est plutôt le mode d'organisation qu'il faut reprendre, plutôt que de se mettre à culpabiliser comme un fou alors que ça n'a pas vraiment de sens tout ça. Oui, et puis la procrastination, au final, ça prend une énergie folle. Ah bah ouais, ouais, c'est un truc de fou ça. Oui. C'est, je le dis souvent, on est son pire ennemi la plupart du temps et une bonne partie des souffrances que l'on ressent, on se les inflige soi-même en fait. Et plutôt que de chercher à regarder juste le symptôme, ben, prendre du recul et se demander qu'est-ce qui nous a amené à cette procrastination, c'est la question numéro un, celle à laquelle il faut répondre avant toutes les autres. Et, et de lire des articles qui expliquent
comment combattre la procrastination en se fixant uniquement sur des stratégies liées au moment où on procrastine, je pense que c'est complètement à côté de la plaque parce que on évite la vraie source du problème. Puis il y a un autre truc, c'est que parfois la procrastination, en fait, ça peut être quelque chose de plutôt très constructif, en fait, mais on y reviendra dans la deuxième partie de l'émission. Ouais. Et quand je disais effectivement que ça demande une énergie folle, c'est que bah, sur ce moment où tu procrastines et où, surtout au moment où tu t'en rends compte, quoi, que tu prends conscience que là, tu es en train d'aller dans une phase presque de non-retour, où tu es en train de t'enfoncer dans ta désorganisation, eh ben, mentalement, c'est incroyable, je pense, l'énergie qu'on passe à culpabiliser, comme tu le disais, à, à essayer de trouver des problèmes, enfin des solutions à des problèmes qui au final n'existent pas ou qu'on a créés artificiellement. Et, en fait, je pense, enfin moi je sais qu'une des recettes qui marche le mieux, c'est, enfin à long terme, c'est d'analyser vraiment le mode de pensée à ce moment précis-là, de décomposer comment est-ce qu'on pense, qu'est-ce qui nous passe par la tête à ce moment précis, pour qu'en moment où tu es vraiment en train de tomber de la tâche, tu puisses te rappeler de un petit peu cette réflexion que tu as eue à ce moment-là, quoi. Je sais pas si c'est très Ouais. clair ce que je dis, mais... Ben, je pense que le point principal à analyser quand on se retrouve dans une situation de procrastination, c'est euh, finalement cette tâche, qu'est-ce qu'elle représente pour nous? Est-ce que c'est une tâche que l'on a tendance à procrastiner parce qu'on en a peur? Et dans ce cas, il y a des vraies questions plus personnelles à se poser sur le fait de reculer devant ce qui fout le plus la trouille. Ou est-ce que la tâche, on a tendance à la procrastiner parce que si on est parfaitement honnête intellectuellement avec soi-même, on se dit qu'elle n'est pas si importante que ça. Et dans ce cas, l'outil de procrastination, bah, c'est un outil. C'est la possibilité en fait de faire le tri entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et, euh, et je crois que c'est là où il y a vraiment l'embranchement, où il y a deux cas qui sont super différents. Euh, si on s'attarde 2 secondes à ce cas où c'est une peur, bah, là, la stratégie, c'est très souvent de faire euh, en fonction de son état d'esprit d'une part. Il y a des fois des tâches que je remets à plus tard parce que je le sens pas physiquement. Un truc qui demande énormément de concentration, par exemple, alors que je suis complètement crevé. Bah là, c'est une peur, mais c'est une peur légitime où c'est plutôt de bon sens de reculer un peu le truc. Ou alors, si c'est parce que c'est la difficulté de la tâche en elle-même qui fait peur, parce que c'est un challenge qui nous fout la trouille, ben là, très souvent, la bonne stratégie, ça va être au contraire de se forcer à la mettre en avant et prioritaire, mais pas pour combattre la procrastination, mais en fait parce que si on recule ce qui est le plus compliqué à la fin d'un projet, bah, très souvent, en fait, ce qui est le plus compliqué, c'est ce qui va prendre un temps démesuré et qui va nous faire perdre beaucoup de temps et où on n'a pas la maîtrise de la fin. Si on le fait à la fin, bah, ça peut s'avérer catastrophique. Alors que si on le fait dès à présent, au début, bah, c'est pas ça qui va faire que la tâche peut pas partir en vrille. Mais vu qu'on l'a fait au début, on a plus de possibilités, plus de souplesse pour aménager le reste et tenter de rattraper le truc. Euh, et Mhm. c'est pour ça que si je résumais cette stratégie, en fait, c'est très souvent de faire en premier ce qui nous fout le plus la trouille, même si c'est complètement contre nature, et même si on a tendance à l'assimiler à de la procrastination, alors qu'en fait, c'est notre soi intérieur qui nous dit ah j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Effectivement, puis c'est vrai que je pense qu'une bonne partie des gens qui se disent procrastinateurs, c'est vraiment plus de la peur que de la procrastination, comme tu le dis. Et au final, enfin moi, ce que je vois dans mon expérience, c'est que quand tu commences à faire cette tâche qui te fait super peur, bah, en général, tu te rends compte que c'était pas si difficile que ça. Ou une fois qu'elle est finie, tu vas te rendre compte que bah, c'était hyper atteignable et que c'était une vraie barrière mentale inutile que tu t'es mis au départ. C'est-à-dire que bien sûr, il y a des fois, je pense, où tu vas te rendre compte que ben, ce que tu pensais, c'était justifié. Mais la plupart du temps, tu vas te rendre compte qu'au final, c'était une barrière et que bah,
Ou une croyance, mais que dans tous les cas, le seul moyen, comme tu dis, de pallier ça, c'est de commencer la tâche. De commencer par quelque chose. C'est pas forcément de tout de suite en tomber à la moitié en une demi-journée, mais de commencer cette tâche-là et de s'engager dedans, en fait. Ah bah oui, c'est de toute manière, dans tous ces cas-là, c'est très souvent de commencer le premier pas qui est le plus dur. C'est un peu le même truc que de la procrastination quand tu es abonné à une salle de gym. Le plus compliqué, c'est pas de faire de la séance de sport, c'est d'arriver à lever son popotin et d'aller jusqu'à la salle. C'est la partie la plus douloureuse en fait. Et très souvent, quand on arrive à se forcer, après on est content et on se dit, bah là, c'est je suis content d'avoir réussi cette première étape parce que finalement c'était pas si horrible que ça et ça m'a fait du bien, etc., etc. Donc c'est toujours l'histoire du premier pas dans ces histoires de procrastination. Mais encore une fois, il faut le faire pas par rapport à de la culpabilité, mais par rapport à l'intérêt réel de cette tâche-là. Dans l'exemple de la salle de gym, bah, c'est sûr que l'intérêt il est vite vu et là pour le coup la procrastination liée à ça, c'est pas de la peur, c'est de la bonne grosse flemme et le fait d'être attiré par ce qui va être le plus reposant pour soi. Ça, par contre, là, on est en plein dans la procrastination négative au sens où on l'entend classiquement dans les articles. Mm. Mais après aussi, de faire cette première action, c'est ce qui va nous amener en répéter à la création d'habitudes et qui au final est une aussi des meilleures armes pour arrêter la procrastination. C'est que si tu arrives, si tu as des choses que tu estimes que tu devrais faire et que tu fais pas et que tu arrives à te créer des habitudes autour de ça, bah au final tu fais disparaître ce phénomène de procrastination progressivement, mais au moins c'est durable dans le temps. Alors ça, cette histoire d'habitude, oui, c'est vrai, c'est souvent vrai, c'est un truc qu'on voit dans les petits manuels de développement personnel. Et puis j'en suis moi-même le premier militant avec les histoires de défis 30 jours et ce genre de choses. Par contre, j'ai une anecdote qui contredit un petit peu ça. Mais c'est peut-être lié à ma façon de fonctionner moi. Je m'étais fixé une sorte de... j'avais lu quelque part qu'il fallait 21 jours pour ancrer une habitude. Donc je m'étais dit, bah tiens, je vais faire 21 jours de méditation. Je les ai tenus, mais impeccables. J'avais mon logiciel de tracking qui permettait de voir si je faisais bien mes séances de méditation, etc. J'ai fait mes 21 jours, j'étais super heureux. Je dis, waouh, ça y est, génial. Et le 22e jour, j'ai complètement abandonné parce que j'étais plus dans le pattern de ce petit défi-là. Et c'était complètement con. Ouais, et Bon, j'en ai refait après, mais par la suite et en me mettant un peu moins la pression par rapport à ça. Euh, et j'ai remarqué ça, c'est que si on tente de lutter la procrastination par un côté très récurrent, très régulier, ça peut être un outil très puissant, mais ça peut être aussi une méga excuse qu'on se forge si on loupe un seul jour. Euh, il y a plein de gens qui ont tenté d'être sur des trucs où on tente de maintenir la chaîne. On donne toujours cette image d'une chaîne où chaque jour, tac, 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 faut le faire, faut le faire. Et puis le jour où, pour une raison vraiment majeure, t'es obligé d'en louper un, bah, très souvent, en fait, patatras, tout s'effondre, simplement parce que tu dis, bah voilà, j'ai loupé la chaîne, je suis qu'un con, donc là, j'arrête tout. Euh, et moi, le seul moyen que j'ai trouvé par rapport à ça, c'est de lutter la procrastination par un système de régularité, mais pas en me fixant une chaîne à faire au quotidien, mais plutôt un nombre à faire. Style par exemple, au lieu de me dire je fais 21 jours de méditation et il faut absolument que pendant 21 jours consécutifs ça débite du dilatage de chakra, ben, je me dis sur 30 jours, il faut que je fasse 21 jours de méditation. Et puis si j'en loupe un ou deux, c'est pas très grave. Le tout, c'est que j'arrive dans les 30 jours à faire mes 21 jours. Et là, à titre perso, moi je suis super plus à l'aise avec ça et ça devient un bon outil pour lutter contre ce type de procrastination qui est de forme de flemmardise. C'est en désamorçant d'emblée le truc du ah merde, j'ai loupé un jour, donc tout est foutu, donc j'arrête tout.
Ouais, c'est hyper intéressant. Mais je me reconnais beaucoup parce que moi, je fonctionne beaucoup avec ce phénomène de chaîne. Je pense comme beaucoup de gens parce que j'aime bien avoir cette idée d'affilée, d'objectifs d'ensemble atteints. Mais c'est vrai que effectivement, quand tu casses un maillon de cette chaîne-là, bah, tu te décourages complètement. Après, pour reprendre ton truc du nombre de jours d'habitude, paraîtrait-il, je crois que c'est David Lefrançois qui dit ça, qui est dans les neurosciences, qu'en fait, ça serait pas 21, mais minimum 45 jours pour créer une habitude vraiment ancrée. Après, ça reste une bataille de chiffres et au final, on est tous différents et le cerveau étant très compliqué, ça se teste, quoi. Mais il paraîtrait que ce serait plus 45 jours que 21. Ah bah, de toute façon, comme toujours dans ces cas-là, tous les conseils qu'on va recevoir des gens qui ont pris plein de recul, etc., ça donne une idée de ce qu'il faut faire, mais c'est pas la réalité absolue. Il faut absolument se tester sur soi-même. On parle souvent du hacking de son propre esprit, et c'est vraiment ça, c'est de se tester, d'expérimenter plein de trucs, et ensuite de s'engouffrer tête première dans ce qui nous convient le plus. Euh, et en ce sens, je pense qu'effectivement, pour ancrer une habitude de manière très profonde, ça nécessite très souvent bien plus que quelques jours. Ces quelques premiers jours, en fait, il faut les voir comme une période d'essai. Le blogueur Steve Pavlina, qui est un peu à l'origine des défis 30 jours, il prend l'image des logiciels en shareware. Ça existe plus trop, ça maintenant, mais ça se faisait pas mal il y a quelques années, où en fait, on télécharge un logiciel pendant quelques jours. Enfin, si ça existe encore, les périodes d'essai sur des logiciels en SAS, et on se teste pendant ce truc-là. S'il s'avère que ça nous convient pas, bah, naturellement, on abandonne le truc et il faut surtout pas culpabiliser par rapport à ça. Et si ça prend une place petit à petit dans notre vie, bah, en fait, au bout de la période d'essai, on va se retrouver avec une sensation quelque part de manque quand on l'a plus. Et c'est là où le levier, si on est sur du marketing, ça va être de basculer en payant, ou si on est sur du développement personnel, ça va être d'avoir ce fameux ancrage de l'habitude. Euh, les mecs qui se mettent au sport, ils disent tous la même chose, c'est que ils arrivent à vraiment avoir un fonctionnement naturel par rapport à ça le jour où ils ont une sensation de manque par rapport à la fois où ils n'ont pas fait de séance de sport. Et c'est pour le coup un levier assez puissant. On utilise les trucs les plus basiques de l'humain, mais ça marche plutôt bien cette sensation de manque. Le gros truc, à mon sens, c'est à tout prix d'éviter le sentiment de culpabilité, parce que si on lutte contre la procrastination en mettant en place tout un tas d'outils qui peuvent potentiellement nous amener à une culpabilité encore plus grosse, bah, autant glander dans son canapé, au moins on culpabilisera pas trop, hein. Ouais. Ouais, la culpabilité, je pense, c'est le vrai truc qui te tue dans toute implantation de motivation que tu veux te faire ou ce que tu veux, quoi. C'est vraiment le truc, le pire que tu puisses faire, je pense, pour atteindre un objectif. Moi, il y a un autre point, j'ai vu passer ça comme phrase et je trouvais ça assez intéressant. C'est quelqu'un qui parlait du fait d'arrêter de se baser sur sa motivation. Donc ça demande une force de caractère et de mindset fort. Mais c'est vrai que quand il réfléchit, il faut aussi faire pour atteindre tes objectifs des choses que t'as pas envie de faire. Et t'as pas le choix, c'est comme ça. Et pour arriver à faire ces choses-là, t'as aucune autre manière que d'arrêter de te baser sur tes motivations. Si dès que tu te dis non, ça j'ai pas envie, je le fais pas, ben ça va être compliqué au final d'atteindre des grands objectifs. Parce que t'as aucun projet où tu fais 100% de ce que t'aimes ou il y a forcément des points que t'aimes pas ou que si tu veux aller à la salle de sport ben peut-être que une fois que t'es à la salle c'est super mais bon comme tu disais il faut arriver à faire le sac, il faut arriver à sortir là maintenant quand il fait froid, prendre la voiture, etc. Et ben si tu te bases que sur ta motivation, et ben au final t'arrives pas à atteindre des objectifs, quoi. Ah bah oui, il faut. Ça rejoint un petit peu ouais, un autre truc qu'on voulait évoquer, c'est le côté effet cumulé. C'est-à-dire que c'est souvent intéressant de visualiser quel va être le truc à long terme plutôt que de tout baser sur une motivation au quotidien. Il y a- le truc de la motivation, il faut arriver à le hacker pour qu'il devienne pas si important ou que ça soit naturel. L'histoire d'arriver à créer une sensation de manque,
Et ça, pour le coup, c'est un hack sportif qui marche bien. C'est que, vu que quand on fait du sport, on décharge une forme d'adrénaline, ben, on peut arriver physiquement à avoir un manque par rapport à ça. Et là, c'est bien plus fort que de se dire je vais tout miser sur ma motivation parce que la sensation de manque est, bah, tous les fumeurs qui arrivent pas à arrêter te le diront, c'est un truc très puissant et sur lequel on n'arrive pas à lutter ou difficilement. Et là, on inverse un peu le schéma, c'est-à-dire que là où la motivation va permettre de se dire, allez, je vais faire les choses bien et ça va aller, bah là, en fait, on se retrouve à tout mettre en place pour que, pour qu'on casse cette régularité, il faudrait lutter. Et donc, bah là, c'est facile de pas le faire. Hmm. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Après, il faut aussi avoir conscience que bah, dans tous les cas, les phénomènes de manque peuvent être aussi dangereux. Donc, c'est astucieux de jouer avec ça, mais je pense qu'il faut aussi le faire avec parcimonie et de bien doser, parce qu'on est tous différents et chacun, faut trouver son équilibre par rapport à ça. Alors, j'avais noté une autre astuce aussi qui vient de mon ami Corben, mais je pense que lui, il a repiqué déjà à quelqu'un d'autre. C'est d'arriver à avoir une motivation, mais une motivation qui soit une motivation tierce. Je m'explique. Pour aller à la salle de sport, ce qu'il expliquait, c'est que soit il se dit, allez, je suis motivé pour aller à la salle de sport, mais en fait, ça tient pas 2 jours parce qu'il déteste aller à la salle de sport. Soit il lie en fait l'activité salle de sport à une autre activité qui lui plaît. Et l'astuce qu'il a trouvée, en fait, c'est d'utiliser des audiobooks et de ne lire, de choisir un audiobook qu'il passionne, où il a vraiment envie de connaître la suite du bouquin, et de faire en sorte qu'il n'écoute cet audiobook que en salle de sport. Et ainsi, il se retrouve avec non pas à miser sur la motivation d'aller en salle de sport, mais sur l'envie d'écouter la suite du bouquin. Et vu qu'il a créé un lien, c'est très PNL tout ça, vu qu'il a créé un lien entre l'audiobook et la salle de sport, ben en fait, il y va beaucoup plus facilement. Ouais, ça c'est très très malin d'associer parce que le cerveau fonctionne beaucoup par association et donc d'associer des choses que t'aimes pas forcément des choses que t'aimes, je pense que c'est la meilleure astuce pour arriver à enfin, arriver à réaliser des tâches que t'as pas envie de faire quoi. Complètement, ouais. Et il y a un autre truc que je m'étais noté quand on a préparé l'épisode, je m'étais noté l'excellence ok mais pas le dimanche. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, c'est que on entend beaucoup de personnes vendre l'excellence et dire que l'excellence c'est le truc, on peut pas passer à côté, il faut absolument tout le temps être sous pression, tout le temps aller vers ton objectif, pas d'écart, rien, être focus et tout. Ok, mais l'être humain, je pense qu'il est pas fait pour ça. Il faut qu'il y ait un équilibre, il faut que tu peux pas arriver à tes objectifs sans être focus, tu peux pas arriver à des choses grandes sans faire des sacrifices et aller à 100% vers ton projet. Mais si tu t'accordes pas des moments de répit, si tu es tout le temps sous pression et si tu es tout le temps sous pression, bah forcément tu vas pas arriver à tout faire et forcément tu vas culpabiliser. Bah au final, moi je trouve que c'est contre-productif et c'est pour ça que je trouve ce message de tout le temps être à fond, être dans le truc, pas efficace et même plutôt dangereux, quoi. Donc, je trouvais assez intéressant de partager mon point de vue là-dessus. Et surtout, comme on le disait, la culpabilité, c'est le truc le pire et c'est ce qui va ronger et ce qui va prendre une énergie pas possible pour rien. Donc il faut aussi faire attention à se fixer des objectifs atteignables et après à les monter en cours de route. Mais si tu te fixes un objectif tout de suite trop haut, et ben tu vas encore plus être déçu. Et là le problème de motivation et ça va et tout ce dont on parle depuis le début de l'épisode va tomber, va dégringoler juste parce que tu t'es fixé des objectifs trop hauts, que tu t'es mis une pression trop importante. Ouais, complètement. Oui. Bah, très souvent, en fait, les gens qui sont obsédés par l'aspect procrastination, c'est des gens qui se retrouvent assez malheureux parce que, non, on en revient à ce qu'on se disait au début, on se forge des outils pour se culpabiliser. Et ça, c'est assez terrible. Et il y avait un second aspect que je voulais voir par rapport à la procrastination, qui quelque part permet aussi de déculpabiliser par rapport à ça, c'est qu'il y a plein de fois où la procrastination, ça peut être un super outil pour arriver à démêler des choses ou même à être plus créatif, etc.
Euh, il y a plein de littérature sur ce sujet qui explique que dans plein de cas, la procrastination peut être quelque chose de très, très, très positif. Euh, je sais, moi, par exemple, que pour arriver à avoir un minimum d'inspiration quand j'ai un texte à écrire ou ce genre de choses, j'ai besoin, et tout être humain a besoin d'avoir des périodes de pure oisiveté, d'être simplement à glander dans un coin. Alors, il faut faire gaffe à... Il y en a qui aiment être plutôt distrait, mais la plupart du temps, je pense que l'outil oisiveté, il est efficace et puissant lorsque c'est de la vraie oisiveté, c'est-à-dire c'est pas procrastiner pour passer son temps sur son téléphone, c'est vraiment être dans une démarche très presque passive, quoi. Euh, moi, j'aime bien me balader en forêt et simplement écouter les oiseaux, regarder les arbres, enfin des trucs très basiques. D'autres vont parler de méditation, mais quand on arrive à complètement déconnecter son cerveau, c'est une forme de procrastination parce que bah, peut-être que quand on est en train de faire ça, il y a quelque chose d'urgent qui est sur le feu, mais si ça peut permettre ensuite de rebondir, d'avoir son esprit plus frais, plus créatif, plus armé pour tomber la tâche, bah l'étape de procrastination, non seulement elle peut être utile, mais elle est même complètement nécessaire. Il y a une citation qui traîne quelque part qui dit, euh, je crois que le truc c'est, il faut méditer 1 heure par jour, sauf si on a quelque chose de très très important à faire. Dans ce cas, il faut méditer 2 heures. Et, ben ça correspond un petit peu à cette logique de d'arriver à concentrer ses forces, à vraiment récupérer pour pouvoir avoir un impact fort au moment où on tombe le truc qu'on a à tomber. Moi, j'appelle ça un peu le calme avant la tempête. Il y a un côté qui peut être presque jouissif en fait de penser à soi, de chercher à vraiment se mettre dans des conditions optimum avant, pouf, de partir à l'attaque. Ouais. Et moi, je trouve ça vraiment génial. Et c'est un peu l'objet du livre Le pouvoir du moment présent, où en gros, ce qu'on t'explique et ce que plein de gens t'expliqueront, mais souvent c'est assimilé à l'ennui, alors que je pense que c'est pas de l'ennui. Souvent, tu vas entendre l'ennui fait partie de la vie, mais en fait, c'est pas ça. C'est que le vide fait partie de la vie et tu as besoin de ce moment de vide. Je pense que tout être humain a besoin de ce moment de vide. Et on le voit de plus en plus, on est de plus en plus à avoir des réflexes dans ces moments de vide, plutôt que d'en profiter, de les saisir, d'aller sur du smartphone, d'aller consommer, d'aller tout le temps s'occuper dans les magasins, etc. Alors que je pense que fondamentalement, pour être équilibré et pour pouvoir atteindre ses objectifs, on a besoin de ces moments de vide. Ah ouais, c'est important. Bien, il y a aussi plein d'autres formes où la procrastination peut être très positive. Euh, il y a certaines personnes qui utilisent la procrastination comme une sorte de tri des tâches par élimination naturelle en quelque sorte. C'est presque du darwinisme, ça c'est comme les espèces les plus faibles, elles sont dézinguées pour que il y a un tri qui se fait par la nature pour que le seul le plus fort reste. Bah, en fait, il y a plein de fois où, en particulier quand on se fait imposer des tâches ou quand on se les impose soi-même sans trop de discernement, derrière ce qu'on interprète comme étant de la procrastination, en fait, ça peut être aussi parfois notre subconscient qui dit, bah là, ça, peut-être qu'il y a marqué urgent, mais en fait, non, il faut faire ça. Et, euh, et là, la procrastination, en fait, ça peut être un bon outil de vraiment prioriser les choses de manière un peu intuitive, mais réellement utile. Parce que on parlait de la procrastination version oisiveté, mais ce dont il faut avoir conscience, c'est que la plupart du temps, moi, quand sur des missions de conseil, j'ai discuté avec des gens qui me parlaient de problèmes de procrastination. En fait, en analysant leur comportement, on s'est rendu compte qu'ils bossaient comme des dingues pendant la période où ils disaient procrastiner. Simplement, ils faisaient d'autres trucs. Et peut-être que finalement, ces autres trucs, la première question à se poser, au lieu de bêtement culpabiliser, c'est se dire, est-ce que c'est pas plus important que la tâche que l'on est en train de procrastiner? Ouais, donc en fait, ce qu'on voit bien là, c'est que tout est une histoire de mindset et qu'au final, tu peux faire plein de trucs, mais si tu les fais alors que t'avais programmé ton cerveau pour faire autre chose, t'as l'impression de procrastiner, quoi. Et dit comme ça, c'est un truc de fou à quel point on se rend compte à quel point c'est bête, quoi. Ah bah ouais. Mais s'il y a vraiment un truc à retenir de notre petite causerie du jour, c'est que il y a
une grosse prise de recul à faire par rapport à ce machin de procrastination. Je sais que le terme est à la mode depuis quelques années, mais il faut vraiment discerner qu'il y a plein de cas différents derrière ça, et il y a plein de cas où c'est une super bonne nouvelle de procrastiner. Mm. Et ce que j'allais te dire aussi, c'est que quand tu as l'impression de procrastiner et que tu veux te mettre dans une tâche où tu sais que cette tâche-là, il faut que tu la fasses. Il faut le faire. Euh, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, je sais pas si ça va bien parler, mais il faut essayer de se sortir de son corps en fait. C'est-à-dire de prendre vachement de recul avec la tâche, de mettre ton cerveau à côté, même si c'est une tâche où tu as besoin de réfléchir, etc. Mais tout ce qui est un peu pensé, un peu comme si tu faisais un peu de la méditation, quoi. Tout ce qui est un peu pensé, est-ce que je le fais pas, comment je me sens, est-ce que je suis fatigué, est-ce que j'ai mal à la tête, bref, tout ça, il faut essayer de le mettre un peu de côté et de partir en guerre, quoi. Focus, on y va, c'est parti. Et en fait, de se mettre dans cet état d'esprit-là sur des tâches qui peuvent prendre pas beaucoup, forcément beaucoup de temps, mais je trouve que c'est assez intéressant et de l'utiliser de temps en temps, ça peut permettre de rentrer dans des tâches ou dans des projets qu'on mettait de côté depuis un bon moment. Tout à fait, ouais. Puis un dernier cas que je voulais évoquer, c'est que, à mon sens, il faut pas confondre procrastination et ne pas terminer ses tâches. C'est deux choses qui sont super différentes, même si quand on les vit, on a tendance à les confondre. Tu as le cas du gars qui ne démarre pas ses tâches pour des raisons X ou Y qu'on a évoquées, et ça, effectivement, ça s'apparente plus à de la procrastination, même si là, comme on l'a vu, il y a plein de sous-catégories. Et puis, il y a celui qui commence plein de trucs et qui termine rien. Et ça, en fait, ça serait assez dangereux de le confondre avec de la procrastination, parce que euh, déjà, ça serait une mauvaise interprétation de se dire, je fais plein de trucs et je mets de l'étiquette procrastination avec toute la culpabilité qui va derrière. Et aussi parce que la façon de le résoudre est assez différente. Quand on ne termine pas ses tâches, en fait, il faut devenir drogué à la petite jouissance d'en cocher une. C'est de la même manière qu'au sport, il faut être drogué à l'adrénaline liée à l'activité physique. Ben là, en fait, il faut tout faire pour devenir complètement accro au shoot de faire un check. Et l'humain a besoin de ça. Se retrouver sans arrêt avec des trucs qui sont jamais complètement finis, c'est horrible. C'est euh, c'est même pas de la culpabilité, là, c'est un truc qui est une charge mentale incroyable et très déprimante. Donc là, autant la procrastination peut être quelque chose de positif parfois, autant le fait de pas terminer ses tâches est un truc qui est une charge mentale énorme et qui un poids lourd pour plein de gens qui comprennent plus où ils en sont parce qu'ils bossent comme des fous et pourtant il y a rien qui se termine, il y a rien de satisfaisant. Et à aucun moment ils entretiennent la petite jouissance de terminer un truc, la satisfaction du travail accompli, c'est terminé, je suis soulagé, je suis content de moi, etc., etc. Et là, pour le coup, il n'y a pas énormément d'autres outils que celle d'être dans une forme de rigueur, d'être un peu en mode commando, comme tu le disais, et aussi avec le levier d'abandonner les choses. De la même manière que quand on liste les bonnes façons de lire un bouquin, ben, il faut qu'on ait un droit fondamental qui est celui d'abandonner le bouquin, parce que bah, on n'accroche pas à l'histoire et puis on peut pas plaire à tout le monde, comme dirait l'autre. Bah, de la même manière, il y a des tâches en cours qu'il faut se donner le droit d'abandonner. Pas se dire, je vais le faire plus tard, je vais le mettre en priorité inférieure. Ça, c'est de la merde parce que ça garde quelque part cette charge mentale et puis ça aura juste pour effet d'avoir une to-do list monstrueuse. Mais il y a des fois où il faut se dire, bah ok, j'ai lancé ce truc pour des raisons qui étaient bonnes, qui étaient pas bonnes, je ne sais pas trop. Mais là, j'arrête, je le mets à la poubelle ou je le donne à quelqu'un d'autre peut-être. Ou mais je veux, il faut pas en fait tenter d'éviter la petite culpabilité d'abandonner un truc parce que c'était pas bon. Parce que si on n'a pas le courage de faire ça, on peut se retrouver à forger petit à petit une culpabilité bien plus grande, qui est celle d'avoir une liste infinie de trucs qui sont jamais terminés. Et ça, c'est une des plus grosses souffrances au travail que j'ai pu constater sur des missions de coaching ou de consulting. Et en plus, c'est ce qui t'amène au final peut-être à la procrastination en deuxième temps, quoi.
Ah bah ouais, parce que bah, si t'es déjà blindé de taf, il y a plein de trucs que tu vas reculer, même pas démarrer. Et t'as des culpabilités qui se mettent en pyramide et c'est terrible. Ouais. En gros, si on peut résumer un peu cet épisode, c'est mettez la culpabilité le plus possible de côté, pas se fixer d'objectifs trop, ni de partir trop sur des idées de chaîne et d'accepter qu'il y a un jour effectivement où ça peut être moins bien, mais c'est pas pour ça qu'il faut se décourager pour les autres jours, et d'être le plus structuré, d'accepter que la procrastination fait partie de la vie aussi, quoi. Mm. En fait, en discutant, je suis en train de réaliser, si on parle un peu des coulisses euh, de cette vidéo, que c'est ironique, mais la vidéo, on devait la faire hier. On avait convenu de la faire hier. Et, sans faire gaffe qu'on était en train de faire ça, bah, on a procrastiné là-dessus. Et je pense que c'était pour de bonnes raisons. C'est que j'étais complètement explosé de fatigue. J'avais passé une super mauvaise nuit et j'aurais fait un truc de merde. Et là, ben, sans culpabilité, on a très vite convenu de dire, bah, OK, on le fait aujourd'hui. Et voilà, et c'est très bien. Comme en plus, on se donne côté organisation un peu de temps pour faire le truc à l'avance, ça nous permet d'avoir une petite marge. Et c'est une des nombreuses leçons qu'on peut avoir sur la façon de maîtriser, pas tant de maîtriser la procrastination, de maîtriser la culpabilité par rapport à la procrastination, c'est d'arriver dans son organisation personnelle à avoir la souplesse qui permet de se dire, je peux procrastiner sur telle tâche. Et ça me paraît bien plus sain d'avoir des plages où on a le droit de procrastiner, c'est autorisé, et en plus, ça peut avoir les effets bénéfiques qu'on évoquait précédemment, plutôt que de partir sur la pensée magique du je ne procrastinerai plus, je vais tout faire au taquet, parce que là, c'est complètement terrible et on se retrouve non seulement à culpabiliser, mais en plus dans la merde si on se retrouve à procrastiner ou à reculer une tâche. Mm. En tout cas, c'est une bonne conclusion, je pense, à cet épisode. N'hésite pas à nous dire, toi, ce que tu penses de la procrastination, si tu es plus en mode commando, ou si à ne pas te laisser de moment de vide, ou si tu es plutôt en mode procrastination et que tu cherchais dans cette vidéo un peu des moyens de mieux t'organiser. En tout cas, ça sera un plaisir pour nous d'échanger avec vous. Et puis, en attendant, je donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut, Ça marche. À bientôt. Salut. ciao.